20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Suspension immédiate de toutes les assemblées générales d'investiture. Décision du chef de l'État. Macky Sall recommande aux militants d'attendre les conclusions issues de la conférence des leaders. Yakham Mbaye, secrétaire d'État à la communication, sera en direct avec nous au cours de cette édition pour apporter des éclairages suite à cette décision du chef de l'État. Avec seulement 900 000 cartes d'électeurs disponibles sur 6 millions d'inscrits, Déthié Fall parle d'une tentative de sabotage des élections législatives de la part du ministère de l'Intérieur. Le numéro 2 du parti Réumi s'exprime au cours de ce journal. Le ramadan débute ce samedi 27 mai. Le croissant lunaire pourra être aperçu dès ce vendredi. Déclaration de Maram Kairé, du président de l'association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie. Et puis, ce 23 mai est célébrée la journée mondiale de la fistule obstétricale. À l'hôpital Grand Yoff, les victimes nous racontent leur calvaire au quotidien. Enfin, l'invité du 20h, il s'agit de Ndiaga Sylla. Il est interrogé par Antoine Diouf. Une interview à suivre comme d'habitude tout de suite après cette édition. Voilà pour les titres, le développement à présent. Bonsoir à tous. Je vous l'annonce donc tout de suite en titre au vu de quelques incidents regrettables lors des assemblées générales. Le président Macky Sall, le président de la coalition Benno Bokk Yakaar, ordonne la suspension immédiate de toutes les assemblées générales d'investiture prévues. Le chef de l'État invite tous les militants à rester à l'écoute de la conférence des leaders, une conférence qui mènera dans les meilleurs délais les concertations nécessaires. Et en direct avec nous pour nous apporter des éclairages suite à cette décision du chef de l'État, Yakham Mbaye, secrétaire d'État à la communication. Monsieur Mbaye, bonsoir. Bonsoir. Alors, une décision qui vient de tomber. Comment appréciez-vous cette mesure en tant que membre du secrétariat exécutif national? Bon, je pense que c'est une mesure judicieuse et puis opportune parce que, au vu des derniers développements de ces jours avec des violences verbales et puis des violences physiques, il vaut mieux prévenir que guérir. Bon, attendre, suspendre ces assemblées générales dites d'investiture, comme le dit le communiqué, que les leaders de Benno se concertent et prennent des décisions judicieuses. Alors, d'aucuns proposent Mohamed Boun Abdallah Dionne, Moustapha Niasse, tête de liste nationale de Benno Bokk Yakaar. Qu'en pensez-vous, monsieur Yakham Mbaye? Je n'ai pas d'opinion particulière là-dessus. Si je peux aussi dire que toutes ces sorties médiatiques participent quelque part à brouiller, à brouiller la visibilité, le jeu, parce que je pense que Mohamed Boun Abdallah Dionne est un premier ministre compétent, loyal, qui n'est demandeur d'aucune faveur, d'aucune position, d'aucune investiture. Et parallèlement, le président Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale, est un allié loyal, est un allié fidèle, efficace, qui a fait ses preuves, qui n'a rien à démontrer. Je pense que à notre niveau, nous responsables, nous devons quand même nous abstenir de ces commentaires, de ces prises de position, de ces propositions qui participent, je dis encore, à envenimer les choses, qui participent à installer des rumeurs, des suspicions. Et nous devons être, je pense, des militants disciplinés, des militants loyaux. Nous devons avoir confiance à notre leader, le président de l'Alliance pour la République, le président de Benno, et attendre que les choix soient définis et qu'on s'investisse. Le plus important, ce ne sont pas les positions, les têtes de liste ou bien les positions intermédiaires ou autres. Le plus important, c'est utiliser une arme formidable que nous avons, le bilan du président Macky Sall, aller à la conquête des suffrages et faire gagner la liste. Parce que, comme je le disais dernièrement, le bilan du président de la République Macky Sall est un étalon. Mais qu'importe si cet étalon doit être monté par 3 ou 4 jockeys, mais qu'importe la position en premier, deuxième ou troisième, l'essentiel c'est que l'étalon arrive premier à l'issue de la compétition. Alors, dernière question, serez-vous candidat à ces investitures? Je ne suis pas candidat. Je ne suis candidat ni à une tête de liste, ni à une position intermédiaire, ni à une position de suppléant. Je pense que mon rôle est ailleurs. Donc, je ne suis pas dans cette compétition. Je l'ai dit publiquement, je l'ai dit à qui de droit depuis plusieurs mois. Je ne suis candidat à aucune compétition, mais in fine, c'est le président de la République qui peut décider. S'il décide demain que je dois être en position de suppléant ou dans une autre position,
je suis avec le président Macky Sall, je suis membre de l'Alliance pour la République, membre du secrétariat exécutif. Il y a dans une certaine mesure, j'ai fait une partie de ma liberté. Quand le président juge utile que je dois œuvrer quelque part, je m'exécute. Mais s'il ne s'agit que de moi, s'il ne s'agit que de ma volonté propre, je ne suis candidat à aucune candidature. C'est clair. Merci beaucoup, Monsieur Yakham Mbaye, secrétaire d'État à la communication, qui vient donc d'intervenir dans cette édition. Rappelez juste l'information. C'est donc le chef de l'État, Macky Sall, qui vient de demander la suspension immédiate de toutes les assemblées générales d'investiture. Voilà, Macky Sall qui recommande donc aux militants d'attendre les conclusions issues de la conférence des leaders. Actualité politique, cette fois-ci pour parler de Déthié Fall. Avec 900 000 cartes d'électeurs sur 6 500 000 inscrits, eh bien, le numéro 2 du parti Rewmi parle d'une tentative de sabotage des élections législatives de la part du ministère de l'Intérieur. Il s'est exprimé au cours d'un meeting. Nous l'écoutons au micro de Salif Sow et Asmalik Diop. Sur plus de 6 500 000 inscrits, on nous apprend qu'il n'y a pas plus de 900 000 cartes imprimées, ce qui fait un taux de 13,5%. À Guinaw Rail Sud, le maire Abdoulaye Diop nous a appris qu'il y a eu 25 000 inscrits et au moment où je vous parle, il n'y a que 1000 cartes qui sont aujourd'hui disponibles, ce qui fait un taux de 4%. Alors que nous sommes à 2 mois, 9 jours des élections législatives. Ce qui veut dire qu'il y a une volonté de l'administration qui a en charge les élections, à savoir aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, de tout faire pour que les cartes des Sénégalais ne soient pas disponibles intégralement à l'approche ou avant donc la tenue de ces élections-là. Parce qu'ils savent que si 6 500 000 Sénégalais reçoivent leurs cartes, leurs chances sont maigres. Parce qu'ils iront faire ressortir ce qu'il y a dans leur cœur et une expression large donc de ces compatriotes, de nos compatriotes, ira dans le sens de les faire partir, ira dans le sens également d'imposer une cohabitation et de donner une majorité confortable à l'opposition à l'Assemblée nationale. Rencontre de Benno Bokk Yakaar après les multiples candidatures notées à la députation. La commission chargée de la recherche de consensus semble réussir sa mission. La dernière rencontre a eu lieu ce lundi et de grandes décisions ont été prises, notamment la nomination d'Abdoulaye Diop, DG du COSEC, comme tête de liste départementale de Benno Bokk Yakaar. Il a été choisi comme mandataire départemental et coordinateur départemental de l'APR de Sédhiou. Les détails, c'est avec nos correspondants sur place, Bakary Konté et Salah Samb. Les 10 maires de Benno Bokk Yakaar sur les 11 du département de Sédhiou et les coordinateurs de l'APR dans les collectivités locales du département ont choisi Abdoulaye Diop, DG du COSEC, comme tête de liste départementale de Benno Bokk Yakaar. Les 9 candidats à l'unanimité veulent que Abou Diop, maire de Sédhiou, soit tête de liste du Benno Bokk Yakaar dans le département de Sédhiou. Donc nous sommes sortis avec cette décision. C'est pourquoi au nom de tous les candidats, c'est ce que je vais déclarer et ce que nous comptons aussi que le parti respecte, parce que c'est la décision des 9 candidatures du département de Sédhiou que le maire Abou Diop, DG COSEC, porte, n'est-ce pas, la liste du Benno Bokk Yakaar. Autre grande décision, le DG du COSEC, maire de Sédhiou, a été choisi mandataire départemental et coordinateur départemental de l'APR de Sédhiou. Pour ces élections précises, il n'y a pas encore de choix, de proposition de mandataire. Mais nous voulons porter à la connaissance du parti que si cela doit se faire, nous, l'ensemble des maires de Benno Bokk Yakaar, les 10 maires de coalition de Benno Bokk Yakaar, nous portons à cet effet également notre choix sur le maire de Sédhiou, le maire Abdoulaye Diop, comme étant mandataire du département de Sédhiou. Donc je pense que ce sont ces 2 décisions majeures qui ont été prises à l'issue de ces 2 rencontres. Depuis plus d'une semaine, les responsables de Benno Bokk Yakaar multiplient les rencontres dans tout le département pour trouver le consensus autour des candidats des législatives.
Arrêtons-nous à présent sur cette proposition tantôt émise, le recrutement d'assistants parlementaires au Sénégal, une proposition diversement appréciée par les députés. Mouvance présidentielle et opposition saluent l'importance de cet éventuel recrutement. Toutefois, selon Thierno Bokoum, le travail de ces futurs assistants pourrait ne pas donner les effets escomptés eu égard du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Nous l'écoutons dans ce reportage. Il est signé Ibrahim Akana. Les députés sénégalais pourraient être assistés, accompagnés dans la mission qui leur est assignée, ce via la création d'assistanats parlementaires. Une bonne chose aux yeux de l'opposition et de la mouvance présidentielle. Assister les parlementaires, c'est une très bonne chose. Et c'est extrêmement important parce qu'un parlementaire a besoin d'avoir des connaissances transversales. Parce que nous avons sur nos tables énormément de dossiers extrêmement importants. C'est une bonne initiative parce que à l'entame de la 12e législature, nous avions fait ce constat-là. Il y a des questions sur lesquelles beaucoup de députés n'ont pas suffisamment d'informations. Des experts dans plusieurs domaines qui vont renforcer les capacités d'analyse du député, notamment au niveau des commissions et en matière d'examen des projets de loi à caractère financier, entre autres. Pour la majorité, la demande est opportune, mais l'opposition, elle, estime que le travail de ces éventuels assistants n'aura pas de sens tant qu'il n'y aura pas rupture à l'Assemblée nationale. Le problème, c'est que c'est un problème d'état d'esprit. Quand nous avons une majorité qui s'inspire des directives du président de la République ou qui se laisse manipuler par l'exécutif, ça ne sert absolument à rien du tout de recruter des assistants parlementaires parce que même si les questions sont élucidées, ce qui prime, ce qui est mis en avant, c'est plutôt les volontés du président de la République, du chef de parti. Être sous le dictat de l'exécutif, c'est nous faire un mauvais procès. Je crois que la liberté, elle est individuelle avant d'être collective. Si vous vous rappelez, il y a un projet de loi où, je me rappelle, l'ensemble des députés qui sont de la zone sud avaient boycotté le vote. Et pourtant, ils sont de la majorité. Donc, je crois qu'il faudrait que souvent les gens fassent beaucoup attention par rapport à ce qui se dit et à ce qui se fait. Le recrutement des assistants parlementaires, pour le moment, n'est pas encore officiel. Se fera-t-il avec la 13e législature? Difficile d'y répondre pour le moment, mais l'idée est lancée. Nous quittons l'Assemblée nationale pour le département de Tivaouane, sur place pour parler du cri de détresse des maraîchers agriculteurs. Ils ont tenu un sit-in pour crier au secours et pour cause, l'avancée de la mine et l'implantation des sociétés minières provoquent des dégâts énormes dans leurs champs, si bien que ces champs même commencent à disparaître, provoquant des pertes d'emplois. L'eau sur place se fait rare. Les agriculteurs ne savent vraiment plus où donner de la tête. Cher Anta Diop, c'est la tire pour la correspondance. Les maraîchers de Darou Khoudoss ont organisé un sit-in pour se faire entendre. Selon Bachi Diop, le secrétaire général des agriculteurs de Darou Khoudoss, plusieurs villages de la localité sont en train de vivre une injustice avec l'implantation des industries minières et l'avancée de la mine. Plusieurs hectares de champs sont engloutis. Nous sommes menacés par ces différentes composantes de l'État. Bon, ce que nous voulons aujourd'hui, la menace qui pèse sur la population de Darou Khoudoss, sur l'environnement de Darou Khoudoss, avec l'avancée du gypse vers le village, il est à 150 mètres des habitations. Ces paysans ne savent plus où donner de la tête. L'eau se fait rare. Plus de 40 000 personnes pratiquent des activités agricoles dans la zone d'Embafal. S'ils n'ont pas remboursé, s'ils nous avaient laissé ces bassins, nous sommes preneurs pour y cultiver. Mais maintenant, ils nous interdisent de cultiver dans ces bassins. Parce que le pot d'eau, l'eau, ces eaux-là, l'eau qu'on utilisait, qui n'était que de l'eau de récupération. Parce que vous savez que l'exploitation minière, le transport se fait par hydraulique. Maintenant, cette eau que nous utilisions jadis pour nos cultures, ils nous ont complètement coupé cette eau. Voilà ce qui a créé aujourd'hui le chômage. Ils interpellent ainsi le chef de l'État sur la question. La promesse que va tenir le président de la République lors de l'inauguration du centrale charbonnique de ZCS n'a pas été suivie. Donc nous lançons un appel solennel à Monsieur le Président de la République. La jeunesse de Darou Khoudoss est laissée en rade. Place des engagements qui depuis longtemps restent à l'état des promesses. Les agriculteurs de Darou Khoudoss attendent des actes forts.
Je vais l'annoncer en titre, le ramadan débute ce samedi 27 mai. Le croissant lunaire pourra être aperçu ce vendredi entre 19h30 et 20h28. Déclaration du président de l'association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie, Maram Kairé, était l'invité du 13h. Nous l'écoutons au micro de Chérif Dia. La première chose, c'est que le moment précis où la Lune va entamer son nouveau tour va se produire donc le jeudi plutôt 25 après le coucher du soleil. Donc ça veut dire que la Lune va se coucher avant le soleil et la conjonction qui marque le début du nouveau tour va aussi se produire après le coucher du soleil. Dans ces conditions, donc, on ne peut pas parler en fait de premier croissant parce que la Lune, au moment où le soleil se couche, la Lune elle est déjà couchée. Donc pour le jeudi 25, il est impossible de parler de premier croissant et il ne sert pas grand-chose de chercher aussi le premier croissant parce que la Lune s'est déjà couchée au moment du coucher du soleil. Pour le vendredi 26 maintenant, le deuxième élément, donc ça veut dire, c'est-à-dire que la Lune va suivre le soleil pendant 54 minutes. Le soleil va se coucher exactement à 19h34, la Lune à 20h28. Donc ça laisse 54 minutes. Il faut juste tenir compte effectivement au moment où le soleil se couche qu'il y a encore un peu de clarté, attendre que la lumière du soleil soit vraiment affaiblie pour pouvoir observer ce croissant-là. Donc le vendredi 26 est la bonne date pour observer le croissant pendant 54 minutes et si on le fait, le ramadan pourrait démarrer le samedi sans problème dans ce cas. Consultation nationale sur la situation des prisons au Sénégal. Objectif, l'amélioration des conditions de détention, de prévention de l'extrémisme violent en misant sur l'éducation. Selon les organisations de droits de l'homme partenaires de ces rencontres, eh bien, il urge de mettre en œuvre des stratégies éducatives efficaces qui répandent la culture de la paix et la non-violence. Chertidiane John. Hormis l'insécurité, le manque d'infrastructures et les mauvaises conditions de vie dans les prisons, l'extrémisme violent est devenu une menace. L'hyperterrorisme et le processus de radicalisation au Sahel ont révélé de nouveaux types de prisonniers. Aujourd'hui, l'actualité, c'est aussi le terrorisme, c'est aussi la possibilité, puisqu'il y a eu des personnes qui ont été arrêtées, envoyées dans des lieux de détention, mais de faire aussi dans l'anticipation et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de tout risque d'endoctrinement dans ces prisons-là. C'est pour cela que nous avons aussi comme troisième axe de notre intérêt vraiment les questions liées au terrorisme et à la radicalisation dans les lieux de détention. Une prison n'est pas seulement un bâtiment, c'est avant tout un instrument de réinsertion pour retrouver une place dans la société, d'où le respect de la maxime humaine reste une obligation. Je crois que pour respecter la dignité humaine, l'État a mis en place des structures. Vous avez des personnels qui sont chargés de veiller au strict respect, en tout cas de tout ce qui doit prévaloir dans les lieux de détention. Et je crois que ces structures sont en train aussi de faire leur travail. Ces éléments qui ont été présentés sont naturellement ce que on doit faire obligation à ces structures-là de respecter en tout cas strictement ce qui est proposé par en tout cas ces conventions, ces traités. En conclave, les membres des organisations des droits de l'homme et l'administration pénitentiaire décident de travailler la main dans la main pour l'amélioration des conditions de vie des prisonniers et le respect de la dignité humaine. Parlons de cet accident qui a fait 2 victimes à Bargny. Les auteurs, une fille de 14 ans, son moniteur âgé de 18 ans. La rédaction de la TFM s'est intéressée à l'environnement des auto-écoles, mais aussi au statut des moniteurs. Occasion saisie pour donner la parole aux acteurs du secteur qui demandent la réorganisation de leur secteur d'activité. Reportage signé Ibou Diouf. Dans la circulation, ce sésame autorise à toucher le volant. Les conditions d'attribution et de l'obtention du permis de conduire posent débat. Et avec les accidents de la circulation et la prolifération des auto-écoles, le statut du moniteur est encore évoqué. Et le moniteur, c'est qui? C'est quelqu'un qui a des connaissances parfaites en code de la route, des connaissances parfaites en connaissance automobile de conduite, en entretien et en prévention routière, avant maintenant d'entamer la conduite de l'autobus. Il doit avoir toutes les catégories de permis de conduite, c'est le permis léger, le permis lourd et le permis de transport. Cet ensemble de capages
quand même lui permet d'avoir l'expérience pour pouvoir apprendre quelqu'un à conduire. Face à la complexité de la question, le respect des règles de la route reste la seule alternative, d'où l'importance du profil du moniteur. C'est à 18 ans qu'on a le permis de conduire. On ne peut pas avoir à 18 ans le permis de conduire et commencer à enseigner à 18 ans. En plus de cela, je ne peux pas concevoir qu'on puisse enseigner à un enfant de 14 ans. Un enfant de 14 ans, on lui enseigne l'éducation routière. L'auto-école est devenu un business. Tu vois, quelqu'un, il a une voiture, il met le pédale, il conduit. Est-ce qu'il a un permis? Il n'a pas de permis. Ça, c'est le rôle de l'État. Désengorger le système et insister sur la prévention du risque routier, une autre manière pour diminuer les accidents. L'auto-école, ce n'est pas un métier pour s'enrichir. C'est un métier, on doit aimer les métiers, avoir quand même ce qu'on appelle de l'éthique, en savoir, pour apprendre quelqu'un à conduire, il faut avoir de l'éthique. Donc quand on enseigne, on doit être agréé. Et qui est agréé? C'est quelqu'un qui a suivi l'examen d'agrément de l'auto-école. Les auto-écoles sont aussi dans l'obligation de travailler avec des moniteurs expérimentés pour assurer le côté technique. L'administration dans le rôle d'orientation et de veille pour arriver à moins d'accidents. Ibou Diouf, merci. Un autre sujet qui a mobilisé l'attention de la rédaction, c'est certainement la gestion des centrales syndicales avec les secrétaires généraux qui semblent s'éterniser à la tête de leur poste. Une situation qui s'expliquerait par les privilèges dont ils bénéficient. Selon certains acteurs, c'est le cas de Mamadou Diouf de la CSA qui préconise une alternance générationnelle ou encore de Awawad de l'UDEN qui appelle les militants de base à davantage s'impliquer dans la lutte syndicale. Fatima Taba. Ils sont à la tête de centrales syndicales depuis plus d'une vingtaine d'années. Ces secrétaires généraux bénéficient de beaucoup de privilèges, ce qui expliquerait leur éternisation à la tête de ces structures. Il y a les conseils d'administration par-ci, les voyages, les multiples voyages pour les centrales syndicales qui sont affiliées à des trucs. Bon, c'est des honneurs qui ne laissent pas indifférents certains. Les secrétaires généraux des centrales syndicales quand même sont à des postes importants où ils représentent les travailleurs. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, ils doivent y être. Moi-même, je représente la CSA au niveau du Conseil économique et social, mais je trouve tout à fait légitime que demain, la CSA dise « Vous avez fait votre travail, nous vous remercions, maintenant d'autres vous ont remplacé ». Cette absence de démocratie est due à la passivité des militants de base d'une part et d'autre part par le refus de partir. Il est temps qu'au niveau de la base, quand même, les gens s'impliquent, participent. La participation syndicale est déterminante. Beaucoup de militants sont résignés. Tel est là, il est à la tête, c'est ça, l'ol est à la dogal. Bon, je crois qu'il faut contrôler les mandats des gens. Il y a des secrétaires généraux qui n'organisent jamais de congrès à date issue. Il faut que les gens prennent le bâton. Moralement, je me demande comment un retraité peut envoyer des actifs en grève alors que s'il y a des sanctions, c'est les actifs qui vont les subir. Lui, l'État n'a aucune prise, les employeurs n'ont aucune prise sur lui. Donc d'un point de vue même éthique, je pense qu'il est important que l'on comprenne que le mouvement syndical doit se renouveler. Ces secrétaires généraux, pas toujours disponibles de l'avis de Awawad, s'agitent beaucoup en cette veille d'élection de représentativité syndicale, ce qu'elle déplore. Par rapport à l'activité syndicale, personne ne les voit à la base. Les tournées classiques, là, on ne les voit pas. S'il y a des tournées, c'est les élections seulement pour qu'ils viennent demander le suffrage des travailleurs. Bon, après, c'est fini. Hein? Même pour les avoir au téléphone, c'est un problème. Parmi les centrales syndicales, seule la CSA a connu un changement au niveau de sa direction. Mamadou Diouf et Awawad préconisent une alternance générationnelle, ce qui n'est pas pour demain, vu que ce sont les mêmes ténors qui dirigent les listes pour les élections de représentativité syndicale. 48 heures de tension à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Le régisseur des recettes du service médical a été agressé par les étudiants ce mardi. Les syndicalistes ont tenu une assemblée générale en présence justement de quelques étudiants concernés. Compte rendu signé Ousseynou Diop et Habib Seck. Ça a chauffé à l'université Gaston Berger de Saint-Louis ces dernières 48 heures.
Hier, selon les travailleurs du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis, le régisseur des recettes a été attaqué et malmené par les étudiants de la commission sociale. Ce mardi, les travailleurs du CROUS ont organisé un sit-in pour hausser le ton. Les étudiants ont battu violemment le régisseur des recettes du centre médical. Il a reçu des coups sur tout son corps avant d'être évacué à l'hôpital régional. Les syndicalistes du CROUS ont décrété lors de l'Assemblée générale une grève de 72 heures. On a décidé d'observer 3 jours de grève. À partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi, arrêt de travail parce qu'on n'est plus en sécurité. Plus jamais ça, c'est le mot d'ordre lancé par les travailleurs du CROUS. Les syndicalistes exigent même à leurs camarades à prendre leurs responsabilités. Je parle au peuple sénégalais et à l'État sénégalais. Aujourd'hui, tous les travailleurs du CROUS sont armés. Soit l'État prend ses responsabilités, soit nous, en tant que travailleurs, nous prendrons nos responsabilités. Parce que nous n'accepterons jamais des bandits de grand chemin essayer de nous massacrer, de nous tuer. C'est inacceptable. Lors de leur assemblée générale, les syndicalistes ont accusé le directeur du CROUS qui, selon eux, est à l'origine du désordre qui règne dans l'espace universitaire. Ils demandent au gouvernement, surtout au ministre de l'Enseignement supérieur, à prendre toutes les mesures nécessaires pour stopper la violence à l'UGB. Et voilà des étudiants qui ont été indexés par les syndicalistes. La commission sociale a toutefois réagi. Elle parle d'une prise d'otage justement orchestrée par les syndicalistes du CROUS. Autrement dit, les deux parties se renvoient la balle. Amélioration du fonctionnement de l'administration. Le ministère de la fonction publique et l'agence de l'informatique de l'État unissent leurs forces. Les deux entités viennent de produire un fichier unifié des données du personnel de l'État. L'objectif de cette plateforme est bien dématérialiser les actes administratifs afin d'obtenir un meilleur accès à des données fiables, harmonisées et partagées entre les différentes administrations. Fatou Bintou Conté, Diafaraba pour les détails. Quelqu'un qui a été dans une vie antérieure directeur de cabinet au ministère de la fonction publique et qui s'est blanchi les cheveux, a traqué ou a tracé des sorties temporaires qui revenaient ou qui ne revenaient pas, qui continuaient à bénéficier de salaire, des morts qui continuaient à bénéficier de salaire. Voilà le scénario qui se présente tous les jours dans l'administration sénégalaise. Ainsi, pour mettre fin à toutes ces tracasseries, un fichier des données du personnel de l'État a été mis en production. Ce fichier va améliorer la qualité du service dans l'administration. Le fichier unifié des données du personnel de l'État est pour nous, ministère de la fonction publique, une véritable révolution. Parce qu'il s'agit d'une plateforme harmonisée entre les différentes administrations qui ont en charge la production des actes d'administration des agents de l'État. Il est géré par la DIE, l'agence de l'informatique de l'État, et va comporter toutes les données, que ce soit biométriques, de l'agent, afin d'avoir les éléments d'information relatifs à sa carrière. Ce fichier renferme plusieurs types de données. C'est d'abord les données biométriques, donc vous avez tous suivi l'audit biométrique, mais également c'est toutes les données concernant le personnel de l'État. Voilà, c'est les ministères sectoriels qui ont un certain nombre de données en termes de gestion des ressources humaines. C'est au niveau central avec la direction de la fonction publique. C'est véritablement aujourd'hui chaque agent peut effectivement, grâce à ce fichier-là, à tout temps et à tout lieu, avoir sa situation. Cette plateforme emploie dans un premier temps environ 130 000 agents. Elle va permettre de moderniser l'administration sénégalaise. Dakar-Bamako Ferroviaire relance ce chemin de fer avant la fin de l'année avec 1500 km de nouvelles lignes. Le secrétaire d'État au réseau ferroviaire a fait cette annonce aujourd'hui lors de la visite de l'usine spécialisée dans la fabrique de traverses ferroviaires. C'était en compagnie du président de la Wallonie. Cette usine de traverses mise aux arrêts depuis quelques années va désormais reprendre ses activités et ça grâce au contrat signé avec une entreprise belge. Le compte rendu est signé Charanta Diop et Saïlatia.
Le chemin de fer est en marche. Le train Dakar-Bamako ferroviaire sera bientôt mis sur le bon rail. Assurance d'Abdou Ndéné Sall, secrétaire d'État au réseau ferroviaire national, en visite à l'usine Traverse de Thiès. Vraiment, c'est la reprise du chemin de fer avec le président de la République parce que c'est un secteur qui a été abandonné depuis longtemps et nous comptons démarrer la réhabilitation de la ligne Dakar-Bamako avant la fin de l'année. Et vous savez que nous avons signé déjà des accords pour le Dakar-Tamba en standard. On va descendre à Kédougou pour prendre les mines de fer de la Falémé et de Tamba, on va résoudre carrément le contournement à l'eau de la Gambie. Donc nous avons un programme important. Donc c'est la reprise du chemin de fer et on reprend le chemin de fer avec les cheminots qui sont là. On change de technologie. L'État du Sénégal, en partenariat avec une entreprise belge, a mis en œuvre un programme de modernisation du réseau ferroviaire. L'usine Traverse, qui était aux arrêts depuis belle lurette, sera relancée. Nous avons un savoir-faire remarquable. Vous savez sans doute que la Belgique, avec le Royaume-Uni, a été un des premiers pays ferrés au monde et que donc nous avons des sociétés qui ont plus de 100 ans, comme celle-ci, dont le savoir-faire est reconnu dans le monde entier. Il ne s'agit pas simplement de vous livrer des pièces qui auraient été fabriquées ailleurs, mais il s'agit vraiment de créer ici une activité industrielle qui ait des retombées intéressantes en matière de consommation de vos matières premières pour faire des traverses béton et puis surtout, bien sûr, de travailler avec du personnel local, ce qui est aussi une forme de transfert de technologie puisque ce personnel, en étant formé ici, peut contribuer également à l'enrichissement du capital humain au Sénégal. Cet investissement de 3 milliards de francs CFA va générer des emplois directs et indirects. Les travailleurs de Dakar-Bamako ferroviaire peuvent encore espérer. L'entreprise ferroviaire sera bientôt mise sur de bons rails, selon Abdou Ndéné Sall, le secrétaire d'État aux affaires ferroviaires. Parlons santé à présent. 400 nouveaux cas de fistules obstétricales chaque année au Sénégal. Plus de 5000 victimes. La maladie touche principalement les filles adolescentes, mais aussi les femmes victimes de pauvreté. En plus de conséquences physiques, les répercussions sur le plan social sont nombreuses. La journée internationale de lutte contre les fistules obstétricales a été célébrée aujourd'hui, ce 23 mai. L'hôpital général de Grand-Yoff a abrité la cérémonie officielle. Écoutons le calvaire des victimes dans ce reportage signé Fatou Kinedem. Abandonnés le plus souvent par leurs époux, par leur famille et par la communauté, ces femmes sont victimes de discrimination. La fistule obstétricale, leur bourreau. Depuis 30 ans, je vis avec. Faire le linge quotidiennement, c'est vraiment difficile. Parfois, nos époux nous abandonnent pour une autre femme. On se prend en charge sur tous les plans. Contrairement à ces dames, celle-là est soutenue dans sa maladie, et cela jusqu'à son opération. Difficile de supporter les conséquences sociales, et celles physiques sont plus lourdes encore. Une femme qui, au décours d'une grossesse, qui attendait un enfant qu'il n'a pas. Parce que dans 95% des cas, l'enfant est mort. Et dans les suites de ce qui devait être son accouchement normal, elle a des fuites qui passent par ses parties génitales. Ses urines passent par les parties génitales. Les matières fécales peuvent passer par les parties génitales. Les deux, urine et matière, peuvent se mélanger dans les parties génitales. J'imaginais que cette femme va être troublée. 400 nouveaux cas chaque année au Sénégal, 5000 victimes actuellement. Le défi pour une meilleure prise en charge, l'identification des patientes. Il est évident qu'il y a dans le pays des femmes qui sont porteuses de fistules depuis de longues années, qui n'ont jamais su où s'adresser, mais qui se sont adressées dans des endroits où on n'a pas pu leur apporter la solution. Et parfois découragées, elles sont parties se cacher dans leur village. Et maintenant, votre rôle de communication a permis, avec les organisations communautaires de base, les ONG, d'aller les chercher là où elles se trouvent pour les sortir et les amener au centre de traitement. L'autre défi, rendre gratuite la prise en charge estimée à 200 000 francs CFA, souvent onéreuse pour les plus démunis. Certaines pratiques et coutumes sont avant tout à combattre.
Toujours en santé, les sages-femmes de Tamba décident d'apporter leur contribution dans la lutte contre les mutilations génitales féminines qui font rage dans la région de Tambacounda, de Kolda, mais aussi de Kédougou. C'était à l'occasion de la journée des sages-femmes célébrée dans la capitale orientale, un sujet que nous n'excluons pas de vous proposer, dans nos prochaines éditions. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le temps en image à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Tout de suite, l'invité du 20h, Antoine Diouf, reçoit ce soir M. Ndiaga Silla. Excellente soirée sur la TFM et excellente suite de programme également.